Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. La gestion des carrières des magistrats confiée à une entité indépendante et non à l'exécutif, c'est le souhait de l'Union des magistrats du Sénégal. Le ministre de la Justice précise que la chancellerie est engagée dans une perspective de modernisation de la justice. Ravage des cancers du col de l'utérus et du sein, 1500 cas enregistrés par an au Sénégal. L'association Epignosis informe que la communication fait toujours défaut. La LISCA met l'accent sur le renforcement de la sensibilisation. Quartier Golfe de Mbour, l'avancée de la mer a causé des dégâts inestimables ce lundi. Des maisons et des pirogues endommagées. Des familles qui n'ont plus de toit tendent la main aux autorités étatiques. Et enfin, Conseil national de régulation de l'audiovisuel, Babacar Diagne, officiellement installé dans ses nouvelles fonctions. L'ancien directeur général de la RTS promet de s'attaquer aux maux du secteur de l'audiovisuel. L'accent sera mis sur la formation. Par cette information, il n'y aura pas de plan B au PDS, affirmation du pape du SOPI qui répond ainsi à la correspondance envoyée par des membres du PDS. Maître Abdoulaye Wade ne digère pas cette missive. Maître Madi Kenyan est désigné comme l'instigateur de cette note. Le secrétaire général national du PDS considère que ce dernier a décidé de se mettre en face de lui, ce qu'il assimile à un coup de poignard dans le dos. Il ajoute, je cite, « Ce ne sera pas la première fois qu'un ou de hauts responsables du parti choisissent de nous lâcher en plein combat. Je doute fort que Madiké réussisse là où tous les autres jusqu'ici ont lamentablement échoué. » Fin de citation. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. L'Union des magistrats du Sénégal, en collaboration avec l'ONG 3D Osiwa, ont initié un cadre d'échange sur les réformes de la justice. Plusieurs sujets ont été abordés par les acteurs, dont l'indépendance de la justice, la gestion de carrière des magistrats et les rapports entre la justice et le justiciable. Pour le président de l'UMS, la carrière des magistrats ne doit pas être gérée par l'exécutif, mais par une entité indépendante. Code Ndiaye nous en dit plus. Réfléchir sur les propositions de réforme de la justice, c'est l'objectif de cet atelier co-initié par l'UMS, l'OSIWA et l'ONG 3D, un conclave au cours duquel plusieurs questions ont été abordées, dont l'accès à une justice efficace rendue dans les meilleures conditions. La chancellerie, évidemment, est très engagée dans une perspective de modernisation de la justice. Et quand on dit modernisation de la justice, c'est faire en sorte que la justice soit plus proche du citoyen, c'est faire en sorte que la justice soit aujourd'hui dématérialisée. C'est les procédures de dématérialisation. C'est de faire en sorte que quand un citoyen a besoin d'un casier judiciaire, qu'il puisse l'avoir rapidement. C'est de faire en sorte que quand un citoyen a besoin d'un certificat de nationalité, qu'il puisse l'avoir rapidement. C'est de faire en sorte que quand un citoyen introduit une action en justice, que l'affaire soit traitée dans un délai raisonnable et que ça ne traîne pas. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de longue détention. Autre acteur, autre préoccupation pour le président de l'UMS, la gestion de la carrière des magistrats ne doit pas être le fait de l'exécutif, mais d'une structure indépendante. Souvent, quand les gens parlent de la gestion de carrière, on est tenté de penser qu'on est dans une posture corporatiste. Alors que dans tous les états de droit, quand l'exécutif contrôle la gestion de la carrière des magistrats, c'est qu'indirectement, il a un moyen de pression sur les juges. Vous ne verrez pas, ni en France, ni dans un autre grand pays, l'exécutif contrôler à ce point la gestion de la carrière. Ça, c'est révolu. Au Sénégal, aujourd'hui, nous voulons que la gestion de la carrière sorte des mains de l'exécutif pour être gérée par une entité indépendante. Le directeur exécutif de l'ONG 3D compte mener le plaidoyer à côté de l'UMS pour une réconciliation entre la justice et le citoyen. La question de la justice aujourd'hui pose problème au Sénégal. Et donc nous pensons que c'est le combat de tous, parce que le combat de l'UMS, c'est le combat d'une justice réhabilitée, une justice réconciliée avec le peuple, et on ne pouvait pas rester indifférent. C'est pourquoi, à l'issue de cet atelier, nous allons avec l'UMS ensemble faire le plaidoyer qu'il faut, là où il faut, pour que les réformes-là aboutissent. Ce conclave intervient près d'un an après la tenue du colloque sur l'indépendance de la justice. Il rentre dans le cadre d'un souci de concertation avant la mise en œuvre des recommandations. L'indépendance de la justice ne doit pas être appréciée sur la base de procès qui impliquent des hommes politiques. Déclaration du garde des Sceaux au ministre de la Justice pour Ismaël Madior Fall. La justice est celle rendue tous les jours, qu'elle soit civile ou pénale. Le voici au micro de notre reporter.
la justice, ce n'est pas, comme on a tendance à le croire au Sénégal, une justice qui ne s'intéresse, ou une justice qui est jugée essentiellement à partir de deux affaires. Non, à partir de deux affaires, on dit la justice est instrumentalisée, la justice subit les pressions de l'exécutif. Non, on ne peut pas prendre un cas ou deux pour juger la justice. Aujourd'hui, si vous prenez la justice, les pressions qu'on peut avoir sur la justice ne sont pas des pressions qui proviennent du pouvoir exécutif ou du gouvernement. C'est des pressions qui proviennent plutôt des lobbies économiques, qui proviennent des lobbies sociaux. Et donc, d'ailleurs, quand on est dans la justice, il faut développer une capacité de résistance, de résilience par rapport à ces pressions qui viennent de lobbies économiques, de lobbies sociaux. Aujourd'hui, 99,99% des affaires qui sont jugées devant la justice n'intéressent pas l'État, parce que l'État n'est pas partie prenante. C'est des affaires qui opposent des civils, c'est des affaires qui opposent des entités privées. Il arrive même que l'État soit souvent condamné sans que le ministère de la Justice ne soit même au courant. Parlons santé. Le cancer du col de l'utérus et celui du sein font plus de 1500 victimes par an au Sénégal. La LISCA alerte encore sur ces pathologies qui sont en train de décimer les femmes. Ces dernières ont de plus en plus peur de ces maladies et prennent des mesures pour se prémunir. Selon l'association Epignosis, la communication fait toujours défaut. Les détails avec Ndeye Fatim Lo. Le cancer du col de l'utérus et celui du sein, deux maladies qui font beaucoup de victimes. D'après une étude de la LISCA, 1500 nouveaux cas sont enregistrés chaque année au Sénégal. Ces maladies font très peur aux femmes. L'incidence augmente chaque année et on peut dire que le problème aussi qu'on rencontre surtout, c'est que 75% en fait des femmes qui ont le cancer du sein viennent à un stade tardif. J'ai vraiment peur parce que vu le nombre que ça fait maintenant, la maladie s'aggrave de jour en jour. Les cas deviennent de plus en plus graves. On en parle souvent dans les médias. L'autre jour sur Facebook, j'ai vu l'image d'une femme atteinte de la maladie. Ça m'a fait très peur. Elles utilisent des méthodes pour se prémunir. Des fois, je touche le sein gauche parce qu'on dit pour vérifier ces genres de maladies, il faut que tu touches le sein gauche pour voir s'il n'y a pas une boule qui se trouve dedans, ou bien aller faire des consultations avant. Les causes du cancer sont très nombreuses. L'argent et les portables que l'on met dans nos soutiens-gorge en font partie. Le taux de prévalence de ces maladies augmente de plus en plus et pourtant des consultations et dépistages gratuits sont organisés massivement. Ce membre de l'Epignosis, une association qui lutte contre le cancer, estime que la communication fait encore défaut. En communication, il y a des canaux qu'on utilise pour faire passer le message. On s'est rendu compte qu'il y a un problème de communication à ce niveau, que ce soit les femmes ne comprennent pas le message parce que peut-être la langue utilisée n'est pas adéquate. Pour cela, cette année, nous avons décidé de faire du porte-à-porte. Si tu pars chez la femme, tu lui fais savoir quels sont les intérêts de se faire dépister, quels sont les avantages de se faire dépister et également qu'est-ce que le cancer du sein peut apporter chez toi. Bon, je pense que pour cela, elle sera plus intéressée et plus apte à venir se faire dépister. Le cancer, particulièrement celui du sein et du col de l'utérus, sont des maladies qui gagnent de plus en plus de terrain au Sénégal. Malgré les efforts fournis par l'État et les associations de lutte contre ces maladies, de nombreuses femmes meurent chaque année parce qu'elles sont diagnostiquées tardivement. Le poste de santé Serigne Saliou Mbacké de HLM Grand Yoff a reçu un important lot de matériel médical, un geste de jeunes réunis autour du mouvement Yakar Yokkouté, une initiative qui semble venir à point nommé. En effet, elles sont nombreuses, les femmes enceintes dans la commune de Grand Yoff, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Pour plus de détails, suivant les propos de la présidente du mouvement et de l'infirmière chef de poste au micro de Mansour Sow. C'est la 3e édition. Pour les 2 précédentes, c'était dans d'autres localités. Et cette fois-ci, je me suis dit, pourquoi pas chez moi? Il s'agit de draps, du coton et presque tout est destiné aux femmes qui viennent se soigner ici. Elles rencontrent souvent de nombreuses difficultés quand elles sont enceintes. C'est quelque chose qui est
très grandiose en notre aperçu. Vraiment habiter dans la zone et participer à des activités qui vont développer la zone. Vraiment, nous sommes très satisfaits sur ça. Parce que ces matériels-là qu'elle nous a amenés, vraiment, le poste en a besoin. En a besoin parce que ce sont des matériels que les patients devraient acheter et elle nous a offert ça gratuitement. Vraiment, ça... Nous magnifions cet acte-là. Alors à Hambourg, l'avancée de la mer a causé de nombreux dégâts au quartier Golfe. Plusieurs maisons et des pirogues ont été endommagées. Les populations désemparées sollicitent l'appui des autorités étatiques. Hassan Senghor et Salimata Gueye font partie des victimes. Elles sont interrogées par Mamadou Diop. Depuis 5 heures du matin, depuis 5 heures du matin jusqu'à présent, nous sommes là. La mer a englouti une bonne partie de nos maisons. Vous avez constaté également les dégâts sur les pirogues. Nous sollicitons l'aide des autorités. Nous sommes vraiment fatigués. Tous les meubles de nos maisons ont été endommagés. Badara était en train de prendre son petit déjeuner quand l'eau est rentrée dans sa maison. Les dégâts sont inestimables. Les gens n'ont pas dormi. Beaucoup ont passé la nuit à la Belle Étoile. L'avancée de la mer nous fatigue. Nous sommes bloqués ici depuis ce matin. Nous avons perdu du bétail, nos maisons détruites, les pirogues ont heurté les habitations, il y a eu beaucoup de dégâts. Nos chambres sont remplies d'eau. Nous essayons de sortir le maximum de meubles possible. Nous tendons la main aux bonnes volontés afin qu'elles nous aident. Si cela s'était produit tard la nuit, l'irréparable aurait pu se produire. Nous interpellons la première dame qu'elle nous aide à trouver d'autres lieux d'habitation. Nous n'avons pas les moyens d'acheter une maison. Et nous nous rendons à la cité Gadaï de Guédiawaye. La tension était très vive ce dimanche. Les propriétaires des maisons démolies voulaient procéder au bornage de 4 hectares du site qu'ils occupaient. Ils fustigent les lenteurs notées dans le dossier. Selon eux, le promoteur immobilier Mbaye Fall n'a toujours pas été arrêté alors qu'il avait été condamné. La réaction de leur porte-parole, Babacar Mbaye Ngaraf, au micro de Abdoulaye Wanyanga. On ne peut pas comprendre que des Sénégalais se débrouillent jusqu'à avoir un terrain. Certains avaient commencé à construire et que cela soit démoli pour simplement faire plaisir à Mbaye Fall. 5 hectares. Mais le président Macky Sall doit pouvoir trouver une solution. Barla dit tantôt en Wolof. Tobago, c'était combien d'hectares? Les populations de Tobago ont été logées. Encore une fois, c'est Macky Sall qui doit prendre en charge cette question et trouver solution à ce problème. Il y a apparemment et visiblement même une crise d'autorité dans ce pays. Et le danger est que si les Sénégalais en arrivent à désespérer de la justice, mais ils n'auront plus besoin d'aller chercher justice. Ils vont faire ce qu'on appelle la justice de soi. Et malheureusement, le Sénégal sera transformé comme le Far West américain. C'est-à-dire chacun fera la justice de soi. C'est pour la raison pour laquelle j'interpelle encore une fois le président Macky Sall pour lui demander de venir au secours de ces populations qui font partie de sa famille. Et ne serait-ce que pour la seule personne d'Abarassou, il devrait pouvoir s'impliquer. Donc, moi, voilà ce que j'avais à dire. Et répéter que le 5 novembre, ce ne sera pas seulement le combat de ce collectif, ce sera le combat de toute la banlieue, ce sera le combat de tous les Sénégalais et Direction Fatick, les populations de 20 villages exigent le bitumage de l'axe Keur-Martin-Wakhaljam. Construite il y a plus de 30 ans, cette route latéritique longue de 27 km est dans un état piteux. Une situation qui a de lourdes conséquences sur la vie des habitants sur place. Les marcheurs menacent de sanctionner l'actuel régime si aucune solution n'est apportée à leurs revendications. Nous rejoignons Mamadou Diop. Les populations de 20 villages des communes de Diarech et Ngayokhem sont sortis dans la rue pour exiger le bitumage de l'axe Keur-Martin-Wakhaljam. Longue de 27 km, cette piste latéritique a été construite il y a plus de 30 ans. De Sangara à Ndiaganyao, c'est réglé. De Tchadjaï à Fissel, c'est réglé. Et on a sauté notre route pour aller à Fatick. De Fatick à Djahao, c'est réglé. De Fatick à Niagar, c'est réglé. Et maintenant, la route qui est là depuis des années, depuis 40 ans, ne peut pas être bitumée. Qu'ils nous bitument cette route-là. Lorsque cette route ne soit pas bitumée, nous avons un plan B, qu'ils le sachent dès maintenant. Il n'y aura pas de vote dans nos zones. Il n'y aura pas de vote dans nos zones. Nous ne voterons pour personne. Très en colère, les manifestants qui ont arboré des foulards et brassards rouges font savoir que l'état désastreux de ce tronçon a de lourdes conséquences
sur la vie des populations. On a d'énormes problèmes pour se déplacer. La route, c'est le moyen par lequel on peut se déplacer. Et il n'y a pas de route. On ne peut pas se déplacer dans une route pareille, dans un état pareil. Ça, c'est impossible. Donc vous mettez quelqu'un dans ces voitures, qui sont les voitures ambulances, mais ils vont ressembler à la que la route a déjà endommagé. Ces femmes qui sont peut-être en état de travail, vous les mettez sur cette route-là. Imaginez, madame, ce qui peut arriver. Combien d'accidents nous avons connus ici? Situé dans la région de Fatick, les 20 villages rappellent alors au président Macky Sall, originaire de la même région, ses promesses électorales. Monsieur le président de la République, alors candidat, c'est de là qu'il a fait réitérer les promesses qui ont été faites depuis 1979 de Senghor à lui-même. Il a très bien dit qu'une fois qu'il soit président, comme les vieux l'avaient dit, qu'il se rappelle de cela. Les vieux sont là, ils le disent. Profitant de leur marche de protestation, les manifestants ont posé sur la table d'autres doléances, dont l'accès à l'eau potable, raison pour laquelle ils demandent aux autorités étatiques de résoudre au plus vite toutes leurs doléances, sinon, disent-ils, ils vont durcir le ton. Je l'ai annoncé en titre, un nouveau chef à la tête du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Il s'agit de Babacar Diagne, ancien ambassadeur du Sénégal aux États-Unis. Il compte sur le soutien des acteurs afin d'apporter des solutions aux maux des médias. Étant un homme du sérail, l'ancien directeur général de la RTS promet de réguler le secteur audiovisuel en misant sur la formation. La passation de service s'est déroulée en présence de Adjara Ndiaye. Babacar Touré cède la place à Babacar Diagne. Le nouveau président du CNRA promet des améliorations dans les programmes des médias au Sénégal et compte discuter avec les acteurs pour régler les problèmes. Faisons de la régulation pour la société sénégalaise. Et puisque nous faisons de la régulation pour la société, il faut que nous voyions quelles sont les aspirations de la société. Nous avons des valeurs et très souvent ces valeurs sont malmenées parce que nous voyons ça et là dans la presse. Pas forcément dans ce qu'on appelle le mainstream media, qui sont les chaînes que vous voyez le plus, mais d'autres chaînes qui sont là. Et il y a des choses graves. Quelque part, quelqu'un a dit je venais pour sanctionner. Non, je ne viens pas pour sanctionner. Moi, je viens pour discuter avec tout le monde. Le statut des médias privés et la régulation des sites Internet seront posés sur la table, confie Babacar Diagne. Il arrive, est prometteur pour la presse privée, mais je vais, comme je l'ai dit, rencontrer l'ensemble de ceux qui sont acteurs aujourd'hui dans la presse. Ce sont des amis, des gens que je connais depuis trop longtemps. Je verrai ce que nous pouvons faire ensemble, n'est-ce pas, pour aider. Comme les parents aujourd'hui, pour tout ce qui leur tombe du ciel de ces chaînes, ce sont, n'est-ce pas, ça sont remis à l'État. L'État a transféré cela au CNRA. Donc c'est une lourde responsabilité par rapport à notre jeunesse, par rapport à nos sœurs, par rapport à nos enfants. Donc c'est des responsabilités que nous devons assumer. Ancien directeur général de la RTS, ex-ambassadeur du Sénégal en Gambie, Babacar Diagne revient dans le milieu des médias pour être à la tête du CNRA. Il tend la main à tous les acteurs de la presse sénégalaise afin qu'ils l'accompagnent dans sa mission, qu'il compte débuter cette semaine avec les conseillers du président sortant. Un mot de politique, le leader du Parti des travailleurs et du peuple annonce sa candidature à la présidentielle. Maître El Hadji Diouf a profité de l'urgence que lui a accordée le khalife général des Mourides pour faire cette déclaration. L'avocat compte sur le peuple pour obtenir des voix nécessaires pour le parrainage. Le candidat a déclaré s'engage à apporter de grands changements dans la gestion du pays. Maître El Hadji Diouf est avec El Hadji Modou Gueye. En tant que député du peuple, devenir le président du peuple. Celui-là qui s'est toujours battu à l'Assemblée nationale, partout dans le pays, pour défendre les intérêts supérieurs de la nation. Je ne suis pas comme ceux qui se lèvent un jour, subitement, et qui disent qu'ils veulent être président. Là aussi, Yabaté là. Mais je pense que nous avons un vécu politique. Nous avons donné tant d'efforts, tant de sacrifices pour le peuple sénégalais. Et je crois que demandant les suffrages des Sénégalais, cela ne surprend personne. J'étais ministre, j'étais député pendant 2 mandats, je suis avocat international, je connais comment fonctionne le régime, le pouvoir, le Parlement, et j'ai beaucoup d'ambition pour mon pays.
le Sénégal. C'est pourquoi ce que j'appelle l'appel de Touba, je le lance ici, à partir de la maison du Saint, du calife général de Seigne Touba, Seigne Mountakha Mbacké, dont je viens d'obtenir la bénédiction. Allons à la découverte du quartier Sans Loi, une localité située à la Gueule-Tapée. Mais ne vous laissez pas tromper par son nom. Ses habitants ne se définissent pas comme des hors-la-loi, loin s'en faut. L'histoire de ce nom remonte à bien des années. À l'époque, les notables du quartier trouvaient toujours des moyens pour régler leurs problèmes sans l'intervention de la police. Aujourd'hui, la solidarité est de mise dans ce quartier qui abrite beaucoup d'étrangers. Mohamedou Diallo s'est rendu sur place. Regardez. Quartier, contrairement à l'ampleur de son nom. Le quartier Sans Loi de la Gueule-Tapée. Ce secteur présente à peu près les mêmes caractéristiques que les autres localités de la Médina et de la Gueule-Tapée, mais l'origine de son nom intrigue plus d'un. Le nom Sans Loi ne résulte pas de la violence, bien au contraire. Autant, quand nous avions des problèmes, nous les réglions nous-mêmes sans l'intervention de la police. Nous faisions de même pour nos petites batailles et ce constat a mené au nom Sans Loi. Une histoire qui se transmet de génération en génération avec ses réalités et paradoxes. Ironie du sort, les habitants du quartier Sans Loi sont formels, ils ne sont pas des hors-la-loi et dans leur fief, c'est la solidarité qui dicte sa loi. Nous avons même un GIE, par exemple. Si un deuil frappe un d'entre nous, ce que nous ne souhaitons pas, c'est nous qui prenons en charge certaines dépenses. Pour te dire vraiment, il n'y a pas de délinquants ici. Nous nous connaissons tous. Cependant, le quartier Sans Loi est parfois victime de son nom, car les jeunes qui y habitent sont souvent accusés d'avoir commis des actes blâmables. Or, ils n'y sont pour rien. Il y a des gens qui commettent des actes répréhensibles et qui disent habiter à Sans Loi alors que ça relève du mensonge. Les habitants du quartier Sans Loi sont très bien éduqués. Par ailleurs, le quartier Sans Loi abrite beaucoup d'étudiants et des étrangers, illustration d'un quartier paisible où activités commerciales et artisanales cohabitent parfaitement. Intéressons-nous à la finale de la deuxième édition du tournoi de la jeunesse de l'émergence de Anne Belair. Sentie sacrée championne, l'initiateur de l'événement confie que cette compétition vise à sensibiliser les jeunes à davantage participer à la bonne marche du pays et à ne pas semer la violence. Les jeunes ont profité de l'occasion pour déplorer le manque d'infrastructures sportives dans leur localité. Toutefois, le parrain de la manifestation donne des pistes pour solutionner ce problème. Chantal Badji était de la partie. Deuxième édition de la finale de la jeunesse émergente de Anne Belair. Elle s'est jouée entre l'équipe de l'ASC Sanch et celle de Tableau-Ferraille sur les 14 au départ. Il faut cependant reconnaître que le prétexte de cette compétition est de conscientiser les jeunes de la localité du rôle qu'ils ont à jouer dans la marche du pays. Le football n'est que le prétexte, mais taper dans le ballon, marquer des buts n'est pas l'objectif visé. L'objectif visé, c'est de prendre conscience que vu la situation du pays, avec la démarche que son Excellence Président de la République a lancée, avec un plan pour la première fois que le pays est en plan de développement à moyen et à long terme, il faut que la population et surtout les jeunes s'approprient ce plan et qu'ils fassent de sorte qu'ils soient les acteurs principaux et qu'ils sachent que l'État ne peut pas tout faire et qu'ils soient vraiment sensibilisés et responsables. Même si ce tournoi s'est joué dans un terrain vague, il n'y a eu aucune violence. Occasion pour les participants d'exposer leurs doléances. Ils veulent disposer d'infrastructures sportives. Au lancement, j'ai fait exprès. On m'a demandé, amène le match et louer en stade. Et j'ai dit, écoutez, je prends l'option d'être réel, d'amener l'autorité sur la vie réelle de la jeunesse de Anne Belair. Vu sa générosité légendaire, il va certainement faire des actions dans le sens et dans la limite de ses pouvoirs, nous aider à améliorer les conditions sur le plan infrastructurel des jeunesses annoises. Des doléances qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, puisque le parrain de la finale, le ministre Aly Ngouille Ndiaye, promet d'y apporter un coup de pouce après s'être réjoui du choix porté sur sa personne.
les jeunes ont joué entre eux, il n'y avait pas de service de sécurité et tout s'est bien passé. Ça montre tout simplement que s'ils le veulent, ils peuvent également dépassionner en tout cas leur rencontre. On a pris acte de ça, c'est vrai que c'est une vieille doléance. Moi je ne suis pas nouveau dans le quartier, j'habite quand même le quartier depuis 18 ans maintenant. Donc le stade municipal doit à mon avis quand même être amélioré pour permettre aux jeunes de jouer quand même leur match ici, surtout qu'il y a de l'espace là-bas. Et je pense que le maire pourra également avec les autorités trouver des solutions, d'autant plus que maintenant il est possible, même avec l'implication du privé, d'avoir des moyens pour aménager ces terrains et les rendre accessibles aux jeunes. C'est l'équipe de 5 qui a remporté la 2e édition du tournoi de l'émergence à la suite de la séance de tir au but. Elle a reçu son trophée des mains du ministre et parrain de l'événement. Et nous changeons de registre. Le ministre de la Culture était ce lundi au Musée des civilisations noires de Dakar. Son inauguration est prévue au mois de décembre. L'ambassadeur d'Égypte au Sénégal a pris part à la visite, occasion pour lui de présenter le don que son pays a fait au musée. Il s'agit de duplicata d'œuvres égyptiennes antiques. Vous allez les voir dans cet élément d'Élodie Guillot. Lancé par Senghor après la réussite du Festival mondial des arts nègres en 1966, l'idée d'un établissement dédié aux cultures africaines était peu à peu tombée dans l'oubli. Mais cette année, le musée des civilisations noires de Dakar va enfin être inauguré au mois de décembre. Pour l'occasion, l'Égypte a mis à la disposition du Sénégal des œuvres antiques. Grand plaisir que je vous remets aujourd'hui les duplicata des antiquités égyptiennes offertes par l'Égypte au musée des civilisations noires à Dakar. L'Égypte a voulu, par l'offre de ces duplicata, que le musée soit doté d'un pavillon permanent de la civilisation pharaonique, première civilisation de l'humanité et première des civilisations africaines, témoignant de la place grandiose qu'occupe l'Afrique dans l'histoire du monde. Le musée des civilisations noires n'est pas seulement une histoire de culture et d'héritage, c'est aussi une histoire de fierté. J'ai fini de vous expliquer quel est le sens de l'événement qui nous réunit ce soir. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, vous avez certes parlé de copie. Nous parlons de lien. Nous parlons de symboles forts par rapport à ce que nous voulons faire ici et ce que nous voulons symboliser ici. L'Afrique, berceau de l'humanité. Ce musée moderne d'une superficie de 15 000 m² ambitionne de devenir le plus grand musée du continent consacré aux civilisations africaines. Un seul problème se pose pour l'instant, comment combler cette immense surface où seulement quelques objets résident pour le moment. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. L'info continue dans un instant avec BBC Afrique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android